Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de réécriture de La Belle et la Bête, qui est donc mon Disney préféré, qui m'ont beaucoup plu. Je vais vous en citer seulement quelques-unes parce qu'il y en a beaucoup qui existent et je vais essayer de vous résumer le livre exactement comme je le fais pour mes reviews à chaque fois et de vous donner mon avis en détail. Je tiens à préciser que cet avis est évidemment subjectif. Il n'appartient qu'à moi, donc je vous demanderai de le respecter. Et si ce n'est pas le cas, si vous avez envie d'échanger, de débattre en commentaire comme d'habitude, vous pouvez le faire en toute bienveillance. Vous commencez à avoir l'habitude. J'en ai donc sélectionné 4 en tout, 4 livres qui m'ont beaucoup plu parmi toutes les réécritures que j'ai pu lire. Si le livre n'apparaît pas dans cette liste, c'est soit que je ne l'ai pas lu, soit qu'il ne m'a pas plu. Je dirais que dans tous ceux que j'ai lus, il y en a à peu près la moitié qui m'ont plu et l'autre moitié qui m'ont déçu. Je ne les évoquerai pas dans cette vidéo avec vous, mais voilà, si vous voulez avoir un peu plus de détails sur ces lectures que j'ai pu faire qui ne m'ont pas plu, je vous invite à me laisser un commentaire tout simplement, je vous répondrai sans problème. Donc voici les livres dont on va parler aujourd'hui. On va donc commencer dans l'ordre par le livre La Bête, qui est donc une réécriture du conte original Disney que l'on connaît tous, la version dessin animé évidemment, et cette fois-ci on va s'intéresser dans ce livre au point de vue de la bête. Pour vous le résumer brièvement, on retrace donc l'histoire de la bête, notamment avant qu'il rencontre Belle, lorsqu'il a été maudit. On va suivre également son évolution pendant le dessin animé Disney, donc c'est-à-dire qu'on va avoir son point de vue plutôt que celui de Belle sur les événements qui se déroulent dans son château avec Belle. J'ai trouvé ce livre vraiment très intéressant parce qu'il nous offre un autre aspect du Disney et parce que l'histoire d'Adam est malgré tout extrêmement touchante et bouleversante comme on le découvre dans ce livre. On a vraiment une introspection du personnage qui est réalisée par l'auteur et qui va nous permettre de découvrir plus en détail son ressenti, ses émotions liées à cette malédiction. Et c'est grâce à ce point de vue qu'on va découvrir un personnage plus sensible qu'il en a l'air, avec une histoire tragique, un passé extrêmement difficile. Et moi qui étais déjà attachée à la version Disney d'Adam, j'ai été encore plus touchée par cette réécriture. J'ai vraiment adoré ma lecture. J'ai découvert un autre point de vue sur la bête parce qu'on a tendance évidemment à avoir de nombreux préjugés sur lui. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre qui est donc extrait de la bibliothèque Disney, on va dire ça comme ça. C'est en tout cas une réécriture qui est en collaboration avec Disney, donc on peut s'y fier je pense, puisque l'auteur a eu l'autorisation de Disney pour publier ce livre sous le nom de l'entreprise. J'ai eu beaucoup de peine pour la bête dans cette version un peu décalée du conte habituel qu'on nous relate, et j'ai vraiment découvert un autre aspect de ce prince, donc je vous le conseille vivement si, comme moi, vous adorez La Belle et la Bête et si vous êtes curieux de découvrir une autre facette d'Adam. Ce livre est vraiment très intéressant et évidemment il est fait pour les fans de La Belle et la Bête comme moi qui veulent en savoir plus sur leur Disney préféré. On va donc passer à un livre et je vais vous parler uniquement du livre, pas de la saga parce que j'ai été déçue par le deuxième tome, donc je parlerai uniquement du premier. Il s'agit d'Un palais d'épines de rose. Je pense que c'est une référence dans le monde littéraire actuel en tout cas, puisqu'il s'agit d'une romance dans le monde de la fantasy, qui est donc mon genre préféré. Et il est extrêmement connu, réputé, j'en ai entendu parler pendant de nombreuses années, mais j'avais pas encore eu l'occasion de le découvrir et je me suis mise à le lire récemment. J'ai enchaîné avec le deuxième tome parce que la fin du premier m'a beaucoup plu, mais je parlerai uniquement du premier parce que pour moi, l'histoire aurait dû s'arrêter là. Je dirais pas que j'ai détesté le deuxième tome, mais j'ai eu énormément de mal à le finir, donc je parlerai juste du premier qui retrace donc l'histoire de Fer qui habite à la frontière du monde humain et de celui de créatures immortelles. Elle va se retrouver confrontée à un dilemme après avoir tué un loup qui est en réalité une des créatures qui vit au-delà du mur, et elle va donc devoir suivre sous contrainte son geôlier qui va la punir du crime duquel elle est responsable en l'emprisonnant
dans son palais. On retrouve le même principe dans le début de cette histoire que le scénario de La Belle et la Bête. Mais évidemment, on note quelques différences qui néanmoins conservent l'histoire originelle. C'est-à-dire que le grand seigneur qui va héberger Fer chez lui, qui s'appelle donc Tamla ou Tamlin, je sais pas exactement comment ça se prononce, mais voilà, je le prononce comme c'est écrit, est très bienveillant et il va la servir et s'occuper d'elle comme une invitée et non comme une prisonnière. Ce qui fait qu'évidemment les sentiments de Fer à son égard vont évoluer, elle va commencer à éprouver quelque chose de fort pour lui et elle va peu à peu tomber amoureuse tout en rêvant tout de même de reprendre sa liberté. Mais derrière, il y a une menace qui pèse sur le monde des immortels et sur celui des mortels. En effet, la barrière qui sépare leurs deux mondes risque d'être brisée à cause d'une menace au sein du royaume des immortels. Et donc Fer va être engagé dans ce combat. Et j'ai trouvé vraiment ce récit extrêmement touchant et incroyablement émouvant. Vraiment, j'étais réticente au départ pendant ma lecture de ce livre et j'ai vite été emballée par l'histoire, même s'il y a quelques passages qui m'ont un peu froissée, notamment vers la fin du livre et ceux qui l'ont lu sauront sûrement de quoi je parle. Fer m'a tendu à certains moments, mais j'avoue que j'ai trouvé cette histoire juste incroyablement attachante et la réécriture est juste incroyable. Encore une fois, si on s'en tient uniquement à ce tome-là, au premier tome de la saga, je trouve que l'histoire avait vraiment du potentiel et c'est pas pour dénigrer la suite parce que comme je vous l'ai dit, c'est très subjectif et je l'ai pas apprécié de mon côté, ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais, mais j'ai trouvé la manière de retranscrire l'histoire de La Belle et la Bête dans un monde comme celui-là, avec autant d'enjeux et autant de rebondissements absolument incroyables. Je valide à 100% l'idée. Franchement, j'ai pas été spécialement déçue par ce livre, même si j'avoue que certains passages sont extrêmement difficiles à lire et extrêmement pesants. On est vraiment dans une atmosphère totalement différente, en décalage avec le Disney classique qui nous fait rêver. J'ai vraiment adoré la manière dont sont retranscrits les personnages dans ce roman, leur évolution, leur caractère, leur tempérament. Ils sont bien plus développés et bien plus complets que dans le dessin animé. Faire un passé bien plus complexe que Belle dans le dessin animé. Et Tamlin est un peu plus tendre que la Bête, mais il a également un passé très complexe et éprouvant et on va le découvrir tout au long de ce livre, ce qui fait qu'on s'attache de plus en plus à nos deux héros. On retrouve un peu cette même passion que dans La Belle et la Bête, mais d'une façon différente, puisque cet amour naît de manière différente et évolue de manière différente que dans La Belle et la Bête. C'est quand même un récit qui se rapproche beaucoup de l'histoire originale, et c'est pour ça que j'ai eu un coup de cœur pour la relation entre Tamlin et Fer, qui cache évidemment sa part d'obscurité, qui sera notamment dévoilée dans le deuxième. Je vous invite à vous référer au résumé du deuxième tome si vraiment vous êtes curieux de savoir de quoi je parle. Mais j'avoue que je préfère garder en tête la passion dévorante de nos deux amants dans le premier tome plutôt que la manière dont ils se sont déchirés dans le deuxième, ce qui me peine et me désole encore énormément, j'avoue. Je me suis toujours pas remise de ce deuxième tome. J'arrive pas à trouver l'histoire crédible en fait après tout ce qu'ils ont vécu dans le premier tome. Je trouve ça juste dommage et j'aurais préféré que l'autrice garde le même esprit que le premier tome pour écrire le deuxième. Mais voilà, le deuxième est tout aussi bien. Je sais que beaucoup ont apprécié cette saga dans son intégralité, ce qui n'est pas le cas pour moi malheureusement. Mais je reconnais que cette saga est quand même très belle et je vous encourage vivement à la découvrir si vous n'avez pas eu encore l'occasion de lire ces livres. On passe ensuite à Rose Rebelle. Donc voilà, on a encore le mot rose dans le titre, mais cette fois-ci on va évoquer une histoire totalement différente de la précédente. C'est un livre édité encore une fois chez Hachette par Disney, donc c'est un livre officiel validé par l'entreprise et donc je pense qu'on peut encore une fois s'y référer. Ce livre, contrairement au premier qu'on a évoqué, va donc suivre l'histoire de Belle et Adam après
le dessin animé. Donc on va avoir une vraie suite qu'on a malheureusement pas eu chez Disney, contrairement aux autres princesses qui ont une vraie suite qui vient juste après le premier film. Pour La Belle et la Bête, ce n'est pas le cas. Donc là, on va vraiment retrouver Belle et Adam juste après le dessin animé. Une fois que Belle a vaincu la malédiction, que Adam a retrouvé sa forme humaine et qu'il règne désormais à deux sur le royaume, on va voir qu'en fait, Adam ne s'est jamais vraiment remis de cette malédiction, qu'il a énormément de difficultés à retrouver une certaine forme de stabilité et surtout qu'il n'arrive pas à régner comme il le faisait avant à cause de ses nombreux traumatismes liés à cette emprise magique qui a duré quand même plus de 10 ans sur lui. Donc l'histoire de La Belle et la Bête se déroule en France et dans le contexte du livre, on situe cette histoire au niveau de la Révolution française qui a donc lieu en 1789. Le royaume que dirige Adam et Belle se situe à Aveillon et il s'inquiète de voir la violence des révolutionnaires se propager de Paris jusque dans toute la France. Donc Belle, qui rêvait de partir explorer le monde, va se retrouver déchirée entre son passé et son présent et elle va donc devoir prendre sa place de reine pour sauver son peuple. Et j'aime beaucoup cette version dans laquelle Belle va devoir prendre les choses en main puisque c'est sur elle que repose désormais l'avenir du royaume. Adam étant presque incapable de régner à cause de son état mental, Belle va donc prendre le relais, endosser ce rôle qui ne la réjouit certes pas, mais dans un certain sens, en épousant Adam, elle est devenue quelque part responsable de l'avenir de son pays et elle ne veut pas le laisser sombrer face à la révolution. Donc pour la fan de La Belle et la Bête que je suis, et plus particulièrement la fan de Belle que je suis, j'ai trouvé ça vraiment très bien de la placer au centre de l'histoire, de l'intrigue, et de lui donner autant de responsabilités. On va vraiment recentrer l'histoire sur elle et lui donner un véritable rôle. Elle n'est pas juste effacée derrière son rôle de princesse et d'épouse. Elle est une reine et elle va prendre des décisions importantes tout au long du livre. On va découvrir durant ce récit une autre facette de la personnalité de Belle qui ne nous avait pas encore été dévoilée dans le dessin animé et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. J'ai toujours été déçue que on n'ait pas d'informations quant à la vie de Belle et d'Adam après la malédiction, du moins à travers les dessins animés Disney. Et là, voilà, j'ai eu un peu ma revanche, on va dire, avec ce livre et c'est pour ça qu'il m'a autant plu. Ça m'a fait plaisir de retrouver mes personnages préférés une fois que Adam est redevenu humain et qu'ils sont à la tête d'un royaume. Pour son aspect historique, déjà, le livre est vraiment très bien et très intéressant à lire. Voilà, on le place dans un contexte qui est extrêmement important en France en tout cas. Il s'agit donc de la Révolution française, comme je vous l'ai dit, qui représente une partie très importante de l'histoire de la France, puisque c'est à ce moment-là que la monarchie est tombée et qu'on a écarté la famille royale du trône. Belle occupant le rôle de reine, évidemment, sa place est plus qu'instable et donc elle va devoir tout faire pour sauver cet équilibre qu'elle avait à peu près retrouvé après la fin de la malédiction et pour également préserver l'avenir de son peuple. Et puis ce qui m'a le plus séduite, c'est évidemment les personnages, leur évolution, leur développement. L'auteur a vraiment pris le temps de détailler l'impact psychologique qu'a eu cette malédiction, notamment sur Adam, et c'est ça qui m'a particulièrement touchée. J'ai vraiment pris conscience en fait que cette malédiction, contrairement à la beauté de la scène de fin que nous offre Disney, elle a eu énormément de répercussions sur Adam et ses conséquences ont été pour la plupart négatives évidemment puisque c'est lui qui l'a subi de plein fouet. Donc voilà, si vous êtes fan comme moi de La Belle et la Bête et que vous voulez découvrir une vraie suite du dessin animé, je vous conseille vivement d'aller lire ce livre. On termine enfin par ma réécriture préférée de La Belle et la Bête. Je l'ai vraiment découverte par hasard et vraiment, est-ce qu'on peut parler de cette pépite? Parce que j'ai encore entendu personne en parler. La plupart des livres qui sont connus autour des réécritures de La Belle et la Bête, moi personnellement, m'ont déçu. Et celui-là, je suis tombée par hasard l'année dernière dessus et j'ai eu un coup de cœur absolu. Il s'agit du beau
et de la Bête. Vraiment, regardez-moi cette couverture déjà qui est absolument incroyable. Bon, mon lapin l'a bouffé sur le côté, hein, je suis dégoûtée, voilà. Mais en dehors de ça, il est juste magnifique. Il est d'une beauté exceptionnelle. J'en suis complètement fan. Et donc on va retracer l'histoire de La Belle et la Bête à peu près de la même façon que dans le dessin animé original. Sauf que cette fois, il s'agit d'une histoire d'amour entre un chasseur de monstres et le monstre en question, qui est donc la Bête, présenté d'une façon différente évidemment dans ce livre. Il s'agit donc d'un monstre qui vit reclus au milieu de la forêt et qui effraie tous les habitants aux alentours. Ils essaient de faire appel aux meilleurs chasseurs pour pouvoir l'éliminer, mais à chaque fois ils échouent puisque cette bête féroce est un monstre sauvage qui vit dans la nature depuis des années et des années. Il me semble que ça fait plusieurs décennies à ce moment-là qu'il terrorise la région lorsque notre héros entre en scène, et c'est donc à lui que Gaston, le petit chouchou du village, on va dire ça comme ça, fait appel pour pouvoir se débarrasser de cette bête. Il est donc d'une beauté remarquable, il s'appelle Silas, et il est extrêmement téméraire, sûr de lui et nonchalant. Il rêve que d'une chose, c'est de prendre une retraite bien méritée, et il estime que cette dernière mission va mettre fin ensuite à sa carrière pour qu'il puisse se reposer après une dure vie à chasser les monstres. Gaston va donc le mener sur les traces de la bête avant de le laisser se débrouiller pour le tuer et lui ramener sa tête en échange d'une certaine somme d'argent. Mais Silas, qui s'attendait à découvrir un monstre effrayant et cruel, va au contraire apprendre à connaître peu à peu la bête et se rendre compte qu'en réalité il n'est pas aussi méchant qu'on le décrit. Il va finir par s'attacher à lui, mais évidemment il va se retrouver au milieu d'un dilemme qui pourrait lui faire renoncer à cette mission. Je précise que Silas est donc un homme et la bête également, et ça c'est un très bon point que je voulais souligner parce que c'est la première fois que j'entends parler d'une réécriture de La Belle et la Bête qui, cette fois-ci, va réunir deux hommes. Je l'ai découvert au fur et à mesure de ma lecture et je trouvais que ça changeait un peu et ça fait du bien. Mais surtout, ce qui m'a particulièrement plu dans ce livre, c'est l'histoire autour de cette malédiction. On est sur une malédiction complètement différente de celle qu'on connaît de La Belle et la Bête, sur une histoire complètement différente dont on apprend les détails au fur et à mesure du livre. On découvre ainsi toute la complexité de cette malédiction qui entoure la bête. Son aspect repoussant est totalement différent de celui du dessin animé, mais comme dans la version originale, derrière ce physique très disgracieux se cache un cœur extrêmement sensible, et on le découvre en même temps que Silas qui est un peu perplexe devant cette découverte et qui va hésiter à de nombreuses reprises à continuer sa mission ou non. Un peu comme faire dans Un palais d'épines et de roses, il va se retrouver embarqué dans l'histoire de la bête contre son gré. Il va donc enquêter aux côtés de la bête pour découvrir son passé, sa véritable histoire et l'origine de la malédiction dont il ignore tout dans ce livre, et on va avoir le droit à la plus belle évolution d'une relation amoureuse, en tout cas à mes yeux, que j'ai pu voir dans un roman. Ça m'a tellement touchée que vraiment ce livre je pourrais le relire sans problème des centaines de fois. Je vous assure, c'est vraiment la meilleure réécriture de La Belle et la Bête que j'ai pu lire. Il n'y a aucun livre qui se hisse à ce niveau pour l'instant. J'ai eu un immense coup de cœur de toute façon, je vous le disais. Franchement, j'arrive pas à décrocher de l'histoire tellement elle m'a touchée. Je l'ai tout simplement dévorée et adorée du début à la fin. Et si les précédents livres m'ont quand même plu, j'avoue que celui-là, il est bien au-dessus. Si j'en avais qu'un seul à vous recommander, je vous dirais d'aller lire Le Beau et la Bête. C'est vraiment une expérience à part et c'est d'une telle puissance que vraiment c'est indescriptible. Vous avez une petite illustration de notre cher Silas juste ici en plus. Les pages sont sublimes. Enfin, vraiment, c'est absolument incroyable. On a quelques autres illustrations, comme celle-ci, où on voit un peu notre fameuse bête. Je sais pas si vous le verrez correctement, mais voilà un peu à quoi il ressemble dans le livre, comment il nous est décrit. Donc il s'agit d'une forme humanoïde, un monstre recouvert d'écorce d'arbre avec une rose pour cœur au centre de sa poitrine. On a là encore le parallèle avec les fameuses roses de La Belle et la Bête qu'on retrouve à peu près dans toutes les réécritures
des livres que j'ai pu vous présenter. Et je tenais vraiment à finir cette vidéo sur ce livre parce que pour moi c'est clairement un livre beaucoup trop sous-coté. Je sais pas pourquoi j'en ai pas entendu parler avant dans les recommandations des livres autour de La Belle et la Bête. En tout cas il n'en fait pas partie, ou alors j'en ai jamais vu tout simplement. Mais si vous voulez vraiment commencer quelque part avec les réécritures de La Belle et la Bête, allez lire ce livre, c'est une pépite absolue. Ou alors lisez-le en dernier parce qu'après les autres vous paraîtront bien fades. Mais vraiment j'ai jamais été autant emportée par une histoire en fait. Leur relation est tellement belle, l'évolution est touchante. L'écriture est absolument sublime. La plume de l'autrice, il faut le noter, retranscrit l'histoire d'une autre manière et nous permet de ressentir ce que peuvent éprouver les personnages. On a presque la sensation de vivre l'histoire à leur côté, et quand je vous dis que c'est indescriptible, c'est qu'il faut vraiment que vous en fassiez l'expérience vous-même pour le comprendre, parce que c'est unique. Ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de vrai coup de cœur pour un livre, et je crois que ça fait à peu près 1 an que j'ai dû le lire, quelque chose comme ça. J'ai jamais retrouvé de livre similaire depuis. Donc voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir des livres autour de ce Disney que j'aime tant. Je vous invite à m'écrire en commentaire si vous avez des idées de romans qui peuvent me plaire de la même façon que ceux que j'ai cités dans cette vidéo. Si vous avez des questions sur ces livres, n'hésitez pas, je vous répondrai en commentaire, sans spoiler évidemment, parce que ce serait un peu dommage pour ceux qui ont envie de les lire, de révéler les principales intrigues alors qu'ils n'ont pas encore entamé leur lecture. En attendant, moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!